Gros merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. I appreciate that. I appreciate that. J'apprécie ça énormément. Ok, avant de commencer, bien sûr, like la vidéo, mais surtout abonne-toi car on est en route vers 6000 abonnés. 6K subscribers. What you know about having 6K subscribers? Alright, let's get it. 8 lieux dangereux qui vont vous traumatiser. Let's get it. Sur notre chère planète bleue, il y a des lieux qu'on aime fréquenter. Des lieux où on se sent bien et dans lesquels on retourne avec plaisir. Je pense notamment à ton parc préféré, dans lequel tu te balades le dimanche après-midi. Ou alors le cinéma que tu fréquentes avec tes amis, ta famille, ou même parfois seul, sans personne, dans la solitude absolue. Ce qui est ok, tu es dans ton droit. Personne ne te juge ici. Cette chaîne fait aussi partie des lieux où tu n'as rien à craindre. Par contre... Qui a déjà été au cinéma tout seul? Qui a atteint ce niveau de paix? Inner peace, de pouvoir te dire, écoute, il y a un film que je veux voir, je vais aller le voir solo. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai été voir. Je me rappelle, il y avait le moment où c'était The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Dis-toi un film d'horreur. The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Solo, je suis parti le voir solo. Après le boulot, direct. Hop, je me suis dit, les gars, bonne soirée. Moi, je vais au film. Et honnêtement, pas de souci, j'étais tranquille. Une autre fois que j'ai été solo, je pense que c'était Infinity War. La salle était packed, remplie au max. Parce que c'était au moment où le film venait de sortir, tout le monde est devenu fou. J'ai trouvé un tout petit siège tout au côté. Je vais m'asseoir là-bas. Boum. Mais j'ai regardé mon film tranquillement. Qui a déjà été au cinéma seul? Montrez-vous. Contre, sur notre chère planète bleue, il existe aussi des lieux bien moins fréquentables, des endroits hostiles, où l'être humain n'a pas vraiment sa place, où la nature lui fait bien comprendre que la chaîne alimentaire ne s'applique pas ici. Et même si certaines personnes téméraires s'y aventurent parfois, il n'en reste pas moins les lieux les plus dangereux du monde, avec des surnoms souvent effrayants comme la piscine du diable ou encore l'île interdite. Prenons l'exemple de cette dernière, l'île interdite, de son vrai nom, l'île de Camaïda Grande, au large du Brésil. Alors aux premiers abords, elle n'a rien de particulièrement effrayant. Vue du ciel, c'est une île comme il en existe des centaines de milliers. D'ailleurs, elle est même accessible en bateau assez facilement, vu qu'elle ne se situe qu'à 33 km de la côte. Enfin, accessible facilement si vous êtes un scientifique ou un chercheur qui a une très bonne raison d'y mettre les pieds. Pour tout autre humain, son accès est totalement interdit. Et pour cause, cette dernière est envahie par des milliers de serpents venimeux. Et attention, pas des serpents venimeux en mode OSEF. Non, une espèce appelée Jararaca iloa, ou vipère fer de lance dorée pour les intimes, considérée comme l'un des serpents les plus venimeux du monde. Son Pardon. On va rien dire, on va juste écouter. venin est réputé pour être 3 à 5 fois plus puissant que celui de tous les autres serpents peuplant l'Amérique du Sud. Et il est même capable de tuer un humain en moins d'1 heure. Comme celui-ci est capable de dissoudre la chair, il tue quasiment instantanément ses proies. Et dans le cas d'un être humain, la morsure s'ensuivra de violents ulcères, de nécrose et d'une hémorragie cérébrale. Non, franchement, il y a des gens courageux dans le monde. Le serpent, je pense, avec l'araignée, c'est deux des espèces les plus dégoûtantes qui existent. C'est que j'ai jamais tenu un serpent de ma life. Il y a des gens, ils sont là en train de mettre des serpents autour de leur cou. Genre, ils vont à Dubaï ou ils vont au zoo. Ils sont là en train de faire des photos avec un gros serpent autour de ton cou. Non, mais t'inquiète, respire. Bruh. Non, merci. C'est la même chose avec, par exemple, si on retourne dans le temps, l'esclavage et des trucs comme ça. Le fait, par exemple, que certains pays prennent le bateau pour traverser l'océan parce qu'il y a un gars qui a fait des calculs et s'est dit normalement je pense qu'il y a la terre là-bas. Normalement je pense qu'il y a un nouveau continent là-bas. Il y a des gens qui se disent ok, on va aller voir. Comment ça on va aller voir? Donc on crée des bateaux avec du bois et on se dit bon, bonne chance, on attaque, on va sur l'océan, l'horizon on voit rien mais on se dit derrière là où il y a rien là, normalement il y a quelque chose. Et il y a des gars qui se disent on va voir. Encore un autre exemple, des maisons hantées, des gens qui sont excités parce qu'ils ont entendu une histoire. Oh, j'ai entendu une histoire qu'il y a une maison là-bas, une maison hantée où il y a des gens, ils disparaissent, etc., etc. Moi, je dis, ah, ok, d'accord, bah, merci d'en parler, mais non, merci. Et il y a des gens qui se disent, viens, on prend une caméra, on va aller voir. C'est vraiment, ça montre vraiment qu'il y a des types de personnes différentes. Il y a des gens qui aiment vraiment l'aventure, ils aiment vraiment the excitement. Et moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis tranquille chez moi. Mets le documentaire à la télé, je vais regarder, t'inquiète. Mais je vais pas t'accompagner. Soyons clairs.
Mais pourquoi ce venin est-il aussi puissant? Eh bien, il y a une raison très précise à cela. Parce que oui, la nature fait rarement les choses par hasard. En réalité, pendant longtemps, les reptiles de l'île ne possédaient pas de prédateurs terrestres, ce qui leur a permis de se reproduire très rapidement. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas non plus de proie terrestre. Du coup, ils étaient contraints de chasser les oiseaux. Sauf qu'au risque de vous surprendre, les oiseaux ça vole. Donc si le venin n'était pas assez puissant, l'oiseau avait le temps de s'envoler et d'aller mourir à quelques kilomètres du serpent qui l'a mordu. C'est pour ça qu'au fil des millénaires, le venin de la vipère fer de lance est devenu suffisamment puissant pour avoir raison de sa proie instantanément. Cependant, depuis quelques années, un prédateur a fait son apparition sur l'île, les biopirates. Ils s'y rendent régulièrement de... C'est quand même impressionnant comment la nature fonctionne, hein. Comment la nature évolue, comment la nature, tu vois, s'adapte. Le venin est devenu tellement puissant, pourquoi? Parce qu'il y a que des oiseaux. Et les, tu vois, non, en fait, comme le type, il a expliqué, c'est un truc de malade, en fait. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant, comment la nature fonctionne. Honnêtement, je trouve ça impressionnant. Impressionnant. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. Je trouve que c'est impressionnant. Je trouve que c'est tellement cool. De manière illégale afin de capturer des serpents et de les revendre sur le marché noir. Entre 10 000 et 30 000 $ par spécimen. Car ce qui est dangereux a tendance à fasciner les êtres humains. L'amour du risque, la recherche constante de sensations fortes. Ce qui nous mène directement au deuxième lieu de cette vidéo. El Camino de la Muerte. Moi quand j'entends Muerte, je me dis directement ouais. C'est parti. Ou comme on dit dans la langue de Molière, la route de la mort. Située en Bolivie, cette route particulièrement étroite et sinueuse de 60 km relie la ville de La Paz à la ville de Coroico. Elle est souvent considérée comme la route la plus dangereuse du monde, et au passage l'une des principales attractions touristiques du pays. Car oui, comme on l'a dit plus tôt, tout ce qui est dangereux a tendance à attirer les êtres humains. Ce n'est donc pas étonnant de voir de nombreuses agences spécialisées proposer aux amateurs de sensations fortes un guide pour réaliser cette descente à vélo. Le problème, c'est que la route de la mort, c'est vraiment dangereux. Et durant les années 80-90, on estimait entre 200 et 300 le nombre de morts chaque année. Le plus gros accident... Come on. Est-ce que vous avez ça, genre la sensation du risque? Est-ce que ça vous excite, genre le risque, faire des trucs que tu veux pas faire? Aller faire du camping dans une forêt pendant la nuit? Des trucs comme ça. Genre ça vous excite vraiment? Genre c'est quoi le truc le plus risqué que vous avez fait dans votre life? Et là ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être... Bon, peut-être pas parler de crime parce que voilà, on n'a pas envie on n'a pas envie de créer des problèmes pour rien non plus. Mais genre, c'est quoi le truc le plus excitant que vous avez fait? L'accident s'étant déroulé en 1983 lorsqu'un bus se renversa, causant la mort de plus de 100 personnes. D'ailleurs, tout au long de la route, vous pourrez retrouver des croix rouges marquant l'emplacement où des personnes ont perdu la vie, souvent à la suite de croisements entre deux véhicules. Alors de nos jours, la circulation a été réduite, diminuant pas mal le nombre de morts chaque année. Mais avec l'afflux toujours plus important de cyclistes déterminés à parcourir El Camino de la Muerte, les accidents peuvent surgir à n'importe quel moment. Chaque virage peut vous mener à une chute de plusieurs centaines de mètres de haut. D'ailleurs, en parlant de chute, laissez-moi vous parler d'un endroit particulièrement vertigineux, le Kjeragbolten, en Norvège. Pour faire simple, c'est un caillou suspendu entre deux falaises par l'opération du Saint-Esprit, sur lequel des centaines de voyageurs... Le Saint-Esprit, genre vraiment pour dire, écoute, personne ne sait comment ça se fait que le... En plus, regarde. Comment? Et puis il y a des gars, des clowns encore une fois qui doivent se mettre dessus. Et puis le moment où ça tombe, là tout d'un coup on va commencer à mettre des croix partout autour de l'endroit, oui, pour mémorer le type qui a perdu sa life. Bro, là si tu te poses là-dessus, tu fais quoi? C'était soit t'es super croyant ou soit tu fais vraiment un don d'honneur envers le Seigneur et dis maintenant essaye maintenant, tu vas faire quoi? Viennent prendre chaque année leurs meilleures photos Insta au péril de leur vie. Alors que clairement, il faut pas être un expert en géométrie pour se rendre compte que ce truc peut tomber à tout moment. Surtout quand des centaines de personnes, comme dit précédemment, viennent régulièrement poser leur fiac au KLM dessus. Et en dessous de lui, c'est le vide, donc si tu tombes, y a pas de peut-être que si je tombe sur les coudes, petite roulade ou quoi. Non, t'es finito mon ref. En plus de ça, pour l'atteindre... Ah là, Assassin's Creed. Qui a joué à Assassin's Creed, les gars? Tu sautes de n'importe où. Petite roulade, c'est tranquille. Tu sautes. Roulade, c'est bon. T'as juste perdu un peu de barre. Petite potion, on est reparti. Il n'y a pas de téléphérique norvégien qui te dépose juste à côté pour t'éviter le moindre effort. Non, il te faudra te taper une randonnée de 10 heures dans la montagne. Alors attention, une très belle montagne, il n'y a pas de souci, mais une montagne quand même. Et d'ailleurs, en parlant de randonnée, laissez-moi vous présenter la randonnée la plus dangereuse du monde. Celle du Mont Hua en Chine. Je suis pas intéressé. Ce dernier se trouve dans la province de Shaanxi et fait partie des 5 montagnes sacrées chinoises. Selon la religion taoïste, elle abrite le dieu des montagnes souterrains et contrairement aux autres montagnes sacrées qui sont devenues depuis bien longtemps
des lieux de pèlerinage populaires, le mont Hua est resté beaucoup moins fréquenté à cause du danger qu'il représente. En effet, pour rejoindre son sommet, il vous faudra passer par tout un tas d'épreuves causant chaque année plusieurs décès. Au programme, des escaliers creusés dans la roche, des échelles à même la falaise et des chemins en planches de bois. What? Non, attends, les gars, les gars, c'est quoi ça? Qui fait confiance à ça? Non, mais t'es attaché à quoi? Parce que là, on voit, ils ont mis des pics dans un rocher. Et puis là, ils ont attaché tout là-dessus. Donc imagine, toi, la pique, elle lâche, ben tout lâche alors. Ils ont carrément mis des lattes ou je sais pas. Honnêtement, je sais pas combien il faut me payer pour m'envoyer là-bas. Et le truc, c'est que ça m'intéresse pas. C'est que quand je vois ça, je me dis, genre, ça m'excite même pas. Je dis, oh, franchement, waouh, j'ai vraiment envie d'essayer ça. J'ai pas ça. Genre, ça me fait rien du tout. Je me dis vraiment, c'est stupide. C'est en haut dans les montagnes. Est-ce qu'on a des ailes? Non. Ben voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Comme ils disent, encore un quote pour vous. Vous voyez, moi, il est quote. Hein. Je vais le dire d'abord en anglais et puis c'est traduit en français. A bird doesn't trust the branch. It trusts its wings. Ça veut dire, l'oiseau ne fait pas confiance à la branche. L'oiseau fait confiance à ses ailes. Donc ils s'en foutent. Si un truc qui tombe, si la branche se casse, ils s'en foutent, ils volent. Nous maintenant on fait quoi ici? Si l'escalier tombe, on fait quoi? On fait comment? On fait comment? Même la falaise et des chemins en planches de bois. Allez, en bois en plus. Ils ont même pas essayé de mettre du métal, je sais pas, ils ont mis en bois. Qui inspire tout sauf la confiance, suspendu à plus de 2000 mètres au-dessus du vide. De plus, l'endroit est particulièrement touristique, du coup il y a beaucoup trop d'humains pour un endroit si peu adapté, ce qui rajoute un côté dangereux non négligeable. Cependant, comme toutes les randonnées, aussi dangereuses soient-elles, elles sont souvent récompensées d'un magnifique panorama. Et c'est aussi le cas avec le mont Hua, qui certes vous mettra dans des situations particulièrement désagréables, mais qui vous offrira par la même occasion des décors à couper le souffle. D'ailleurs, un autre truc qui peut vous couper le souffle, ce sont les gaz toxiques qui entourent le lac Kawaii-jen, alias le lac le plus... Est-ce qu'on peut juste prendre une petite seconde pour apprécier les transitions? La manière dont ils vont d'un lieu vers l'autre. Les transitions sont trop fortes. Plus acide du monde. Ce dernier se trouve en Indonésie et s'est formé au sommet du mont Ijen, un volcan encore en activité. Alors même si au premier abord le lac peut sembler magnifique et que son eau turquoise sonne comme un appel à la baignade, méfiez-vous de l'eau qui dort, surtout quand cette eau dort au-dessus d'une chambre de magma. En effet, cette dernière, en plus de réchauffer l'eau du lac, pouvant la faire atteindre 46 degrés Celsius, déverse un flux constant de gaz toxique qui est d'ailleurs à l'origine de sa couleur turquoise et au passage de son extrême acidité. C'est simple, sur l'échelle de pH comprise entre 0 et 14, 0 étant le plus acide, le lac Ijen a un pH de 0,2. Autant vous dire que la baignade elle est clairement pas conseillée. En plus de ça, et je veux même presque parier qu'il y a quand même des gens qui essaient de nager dedans. L'ambiance autour du lac n'est pas du tout rassurante car ce dernier est entouré de gaz toxiques qui en fonction de la température peut se transformer en flamme bleue, ce qui au passage est un phénomène unique au monde. Donc oui, c'est dangereux, mais c'est stylé. Non, faut avouer, c'est stylé. D'ailleurs, tant qu'on parle de lac un petit peu stylé mais dangereux, laissez-moi vous présenter le lac de lave du volcan Nyiragongo au Vous voyez ce que je veux dire avec les transitions? C'est trop fort. Go. Alors oui, ce n'est pas un lac à proprement parler, car la définition d'un lac, c'est grande nappe naturelle d'eau présent à l'intérieur des terres. Or, ici, il n'y a clairement pas d'eau. Mais n'en déplaise aux rageux, ça reste quand même le plus grand lac de lave du monde, dont l'aspect liquide le rend particulièrement dangereux. Et pour vous expliquer ce phénomène, laissez-moi m'improviser expert en géologie. La majorité du magma terrestre possède une forte concentration en silice, ce qui lui donne sa texture épaisse et visqueuse. Cependant, la lave du Nyiragongo possède une très faible teneur en silice, pour des raisons que je ne saurais expliquer car je ne suis pas vraiment géologue. Mais fait étant que c'est ce qui lui donne cet aspect particulièrement liquide, permettant au passage la formation d'un lac à l'allure hypnotisante. Et ce qui rend ce lac de lave aussi dangereux, outre le fait que sa température dépasse les 1000 degrés, c'est que le volcan à l'origine de sa formation est particulièrement instable. D'ailleurs, il est déjà rentré en éruption plusieurs fois, déversant alors l'intégralité du lac de lave sur la région environnante, causant alors des milliers de morts en déversant des coulées de lave à plus de 40 km/h sur les villes. Et en sachant qu'il se trouve aujourd'hui proche de la ville de Goma, une nouvelle éruption pourrait être une catastrophe sans précédent. À présent, dirigeons-nous vers une autre destination où la chaleur est tout aussi insoutenable. J'ai nommé la vallée de la mort. The Valley of Death, Death Valley. C'est simple, c'est l'endroit où il fait le plus chaud sur Terre. Il détient même le record de la température la plus haute jamais Ah, c'est aux States.
Moi, je pensais que c'était probablement genre le Sahara, tu vois, c'est genre le désert en Afrique, je pensais que c'était ça. Les déserts, ça me fait vraiment peur. Ce désert-là, moins, parce qu'il genre, il est pas traditionnel, genre, j'ai pas l'impression que c'est vraiment le désert, mais genre, tu vois, les déserts de sable. Genre, je sais pas si vous avez vu Dune, par exemple, le film Dune. Genre là, vraiment le désert, avec des montagnes de sable. Et genre, tu fermes tes yeux pendant 5 minutes, et les montagnes, elles ont changé de position. Ça me fait vraiment peur. Honnêtement, je t'ai dit, si je suis perdu dans le désert, j'essaye de m'en sortir pendant 2 jours. Après ça, j'essaye de trouver un moyen de terminer ma life, honnêtement. C'est même pas une blague. Wow. Atteinte avec 56,7 degrés Celsius. Et au risque de vous surprendre, il y a une explication à ce climat particulièrement torride. Déjà, la vallée de la mort est située à l'altitude la plus basse des États-Unis. Et en plus de ça, elle est entourée de plusieurs chaînes de montagnes comme la Sierra Nevada, dont certains sommets dépassent les 4000 mètres d'altitude. Du coup, en plus de retenir la chaleur, cela met un gros stop à toute forme d'humidité provenant de exact, ce genre de d'altitude. Du coup, en plus de retenir la chaleur, cela met un ce genre de désert là, ça c'est l'enfer. L'enfer total. Ça, et te retrouver dans l'océan, genre avec rien, genre avec juste sur une planche en bois, dans l'océan. Et tu regardes gauche, droite, derrière, devant, et tu vois rien, tu vois que de l'eau. Ça aussi, oh waouh. Surtout en sachant que l'eau est profonde et genre tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Oh my god. Oh. Rien qu'en y pensant, je me dis déjà, dégueulasse. Donc ça et ça. Le désert et puis l'océan. Gros stop à toute forme d'humidité provenant de l'océan Pacifique. Et il faut pas non plus compter sur la pluie pour rafraîchir la zone, vu qu'il ne pleut jamais. Donc déjà, tu vois, on se retrouve sur un climat particulièrement aride. D'ailleurs, le peu d'espèces vivant dans la vallée, comme ce mouflon d'Amérique, se sont adaptées et ont appris à survivre avec très peu d'eau. De plus, le sol du désert est extrêmement sec et dépourvu de végétation, ce qui le rend quasiment blanc et donc parfait pour refléter la lumière du soleil à longueur de journée. Outre sa chaleur écrasante, la vallée est peuplée de scorpions, de serpents à sonnettes et de veuves noires. Et bien que ce lieu reste touristique, grâce aux nombreux panorama qu'il propose, il est fortement déconseillé de sortir des sentiers battus, sous peine de décès, que ce soit dû à une insolation ou à l'attaque furtive d'un scorpion. Bon, je viens de vous parler de l'endroit le plus chaud au monde. Maintenant, dirigeons-nous vers la ville la plus froide du monde. Yakutsk, en Sibérie. C'est simple, la température chute régulièrement en dessous des moins 40, et le record de la température la plus basse enregistrée là-bas est de moins 64 degrés. Déjà, les bases sont posées. Aujourd'hui, je vois qu'il a fait 2 degrés. Ok. Et je vais sortir dehors pour aller chercher un paquet. 2 degrés, dis-toi. Et j'ai mis des gants. J'ai mis des gants. Ok. Et c'est pas genre j'ai mis des gants parce que... Non. J'ai mis des gants parce que je sentais que j'en avais besoin. Pendant qu'il fait 2 degrés, mes doigts peuvent littéralement geler. Genre j'ai froid beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Et puis on peut te dire, ouais, mais c'est parce que t'es noir, etc. T'aimes que le chaud. Non, la même chose dans le chaud aussi. Le chaud, je supporte pas le chaud non plus. Je commence à avoir des boutons de chaleur, etc. Non, pour moi, je suis vraiment une créature qui doit vivre dans le confort. Entre 17 et 21 degrés, tranquille. Trop chaud, c'est pas bon. Trop froid, c'est pas bon non plus. Mais donc, laisse tomber moins 64. Moins 60. Les gars, je me rappelle qu'on jouait au foot avant. Genre quand il avait neigé, etc. Genre des fois, les terrains étaient gelés. Bon, après ça, quand on a augmenté de niveau, les terrains étaient réchauffés, etc. Ok. Mais donc, jouer sur des terrains gelés. Avoir tes orteils gelés, tes mains gelées. Après ça, tu dois aller dans la douche. Tes mains, elles explosent de la douleur. Parce que je sais pas comment ça se fait, mais c'est genre, si tes mains, elles étaient gelées, tu rentres dans une douche chaude, genre tes mains, genre ça commence à faire mal, tes doigts commencent à faire mal. Je dis, je pleurais dans la douche. Ah, ça faisait trop mal. Et après ça, il y a un gars qui m'a expliqué un truc, il m'a donné un secret. Genre, t'avais du Vicks aussi, mais c'est pas ça. Il y avait un gars qui mettait littéralement, il mettait du poivre dans ses chaussures. C'est pas une blague. Genre un truc de poivre, genre vraiment du poivre. Et il était là, avant le match, il mettait du poivre dans ses chaussures, il frottait, il mettait du poivre dans ses chaussettes. Et je rigolais. Je me dis, c'est une blague ou quoi, t'es sérieux ou quoi? Il me dit, non, t'inquiète, ça fonctionne, c'est réel, ça fonctionne. Après quelques matchs, je me suis dit, non, faut que j'essaye le truc, tu vois. J'ai mis du poivre dans mes chaussures, j'ai mis du poivre. Mais mes pieds étaient en feu. Et j'étais choqué, parce que ça fonctionne vraiment. J'étais choqué. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais en tout cas, bref.
moins 65, moins 64 degrés, jamais de la life. Non, Et merci. t'as compris que si tu voulais y aller pour No Noël, thanks. il faudra prévoir le pull et le bonnet. Ce phénomène est expliqué par 3 raisons principales. La première, c'est que la ville est construite sur une zone de permafrost, c'est-à-dire que le sous-sol est gelé en permanence. Ensuite, la ville ne reçoit que très peu de lumière du soleil, généralement moins de 4 heures par jour. Et enfin, What? elle est victime de l'anticyclone sibérien qui amène des masses d'air froid en provenance de l'Arctique, entraînant des périodes prolongées de froid intense. Mais malgré tout ça, la ville abrite plus de 300 000 habitants vivant dans des conditions extrêmes pendant la majorité de l'année, avec des habitudes bien loin de celles qu'on connaît. Genre par exemple, les mecs qui vont chercher des cubes d'eau glacée dans un lac afin de les faire fondre pour avoir de l'eau potable. Et si autant de gens vivent ici, c'est qu'en réalité... Normalement, tu peux pas faire ça, non? Genre juste la glace, faire fondre la glace pour avoir de l'eau. Bref, j'imagine il y a un filtre aussi. Ouais, bref. La région abrite une mine de diamants qui est exploitée par la société Alrosa pour qui la majorité des gens de la ville travaillent. Après, je vous rassure, la ville dépasse les 0 degrés Celsius plus de 6 mois dans l'année. D'ailleurs, étonnamment, en été, celle-ci peut avoisiner les 30 degrés, ce qui en fait au passage l'endroit sur Terre avec les plus gros écarts de température. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas... Oui, ça nous a plu, Info Smile. Non, franchement, je pense que c'est la deuxième vidéo sur laquelle on réagit de Info Smile. Et honnêtement, j'aime bien leur contenu. C'est super informatif. Genre, t'apprends toujours des petites choses. Des fois, je suis vraiment choqué combien de trucs, en fait, tu apprends en dehors de l'école. Et combien de trucs tu retiens aussi en dehors de l'école. Mais peut-être ça a à voir avec, genre, la concentration aussi. C'est peut-être autre chose. En tout cas, les gars, gros merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. I appreciate that. Comme vous savez, likez la vidéo et abonnez-vous, super important. Si vous êtes intéressé à avoir des lives, ok, il y a un lien qui va directement vers Twitch. Boom. Dans la description, donc tu scrolles en bas. Dans la description, logo mauve à côté, il y a un lien. Tu cliques sur le lien, tu arrives directement sur Twitch. Let's get it. Allez vous abonner là-bas si vous êtes chaud pour les lives. Ok. Sinon, tout a été dit, alors on se voit au top. Mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Thanks.